Je vais vous souhaiter la bienvenue sur ce webinaire qui va traiter d'un enjeu important, du sujet du paiement dans le MaaS et plus particulièrement de l'utilisation des marketplaces dans le MaaS. On est ravis de vous accueillir avec le cabinet PMP qui a fait beaucoup de travaux sur ces sujets-là. Et on va commencer tout de suite. Donc la session sera enregistrée. On vous enverra un mail à l'issue de la présentation avec lequel vous pourrez accéder en replay à la session. On aura un petit sondage au milieu de la présentation et à la fin pour évaluer ce webinaire et voir comment on peut s'améliorer. Vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On traitera les questions à la fin. On a prévu 1h30 avec l'objectif de terminer en 1 heure la présentation et quelques questions, et puis on pourra poursuivre jusqu'à 12h30 pour développer les questions complémentaires. Alors, voilà l'agenda de la journée du webinaire. Je vais faire une première introduction sur le MaaS, présenter les intervenants. On parlera ensuite un petit peu avec Louis de Marketplace d'un point de vue un peu théorique et sur d'autres secteurs d'activité. Fabrice nous parlera de la réglementation. Caroline nous parlera des travaux qu'ont fait PMP, notamment sur la manière de gérer les recettes. On aura en fin de présentation un témoignage de Christophe Wolf de Mulhouse sur le MaaS de Mulhouse qui est en place depuis 4 ans maintenant. Et puis en fin de séance, on traitera les questions-réponses. Je vais passer la parole aux différents intervenants pour qu'ils se présentent et on commence par PMP avec Caroline. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc Caroline Ponal, je suis associée du cabinet PMP Stratégie et je suis en charge de nos interventions sur le secteur du transport et de la mobilité. Louis. Bonjour, Louis Dasque, je suis senior manager donc, chez PMP Stratégie dans le pôle services financiers et nous accompagnons nos clients, donc acteurs bancaires, PSP et aussi des entreprises corporates sur les sujets de paiement et notamment sur les sujets de paiement associés aux enjeux de marketplace et d'omnicanalité. Christophe. Oui, bonjour à tous, Christophe Wolf, donc directeur mobilité de l'agglomération mulhousienne et sur laquelle il existe un service qu'on appelle le compte mobilité de type MaaS, donc depuis 2018. Fabrice. Bonjour à tous, donc Fabrice Quillerier, donc un peu plus de 20 ans d'expérience dans le paiement, principalement sur les domaines d'acceptance et d'acquisition. J'ai choisi de me spécialiser ces dernières années dans la verticale transport et en particulier tout ce qui était open paiement, MaaS et d'autres. Merci Fabrice. Et donc moi, Pierre Veillon, chez Worldline depuis une quinzaine d'années. Je m'occupe du transport depuis 10 ans et particulièrement depuis quelques mois du marketing et des offres de paiement pour donc cette verticale de transport pour l'Europe. Merci à tous. Je vais commencer par une rapide introduction, présenter Worldline en quelques mots. Donc, Worldline est une société française, leader des paiements en Europe. Voilà, nous sommes environ 20 000 employés. Nous opérons dans une cinquantaine de pays. Worldline commercialise une gamme complète de solutions de paiement, depuis l'acceptation en magasin, des terminaux, acceptation à distance avec des solutions d'e-commerce, acceptation en mobilité avec une nouvelle offre qui s'appelle SoftPOS pour permettre d'accepter des paiements cartes sur n'importe quel téléphone Android, des solutions cross-canal, et puis des solutions d'acquisition commerciale, et enfin une gamme complète de solutions d'open paiement. Et tous ces produits de paiement sont bien sûr éligibles à la verticale transport. Au-delà du paiement, nous sommes aussi un acteur qui développons des projets digitaux dans la mobilité et dans le MaaS particulièrement, avec le Pass Mobilité à Grenoble, que nous opérons et développons depuis maintenant 3 ans. Et puis nous venons de gagner un projet MaaS important en Angleterre pour l'autorité qui s'appelle WECA, West of England Combined Authority. Je passe la parole à Louis, qui va nous présenter PMP en quelques mots.
ce sera Caroline qui présentera PMP. Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie français avec un fort développement à l'international ces dernières années. Chez PMP, on a fait le choix d'un certain nombre de secteurs d'intervention. Le télécom et la tech qui est un peu notre secteur historique, mais aussi l'énergie, le transport, la mobilité, le retail et les institutions financières, la banque comme l'assurance. Et sur ces secteurs, on intervient sur l'ensemble des questions stratégiques et aussi sur des sujets un petit peu particuliers et pointus qui sont liés au digital, à l'expérience client et au e-commerce, qui sont vraiment des sujets qui touchent le MaaS. Dans l'équipe mobilité de PMP, on a la particularité d'accompagner tous les clients de l'écosystème, qu'ils soient publics ou privés. Donc, on accompagne des autorités organisatrices, des gestionnaires d'infra, des opérateurs de transport, des industriels et un certain nombre d'institutions financières qui gravitent dans ce secteur sur différents sujets, et notamment sur le sujet du Mobility as a Service. Merci Caroline. Un petit mot de Christophe sur l'agglomération de Mulhouse. Oui, rapidement. Donc, c'est une agglomération, vous voyez, de 280 000 habitants. Alors, le fond de carte, il y a les anciennes régions. N'y voyez pas un message politique, hein, surtout venant de l'Alsace, mais ça me permettait de mettre en avant le périmètre sur lequel, depuis plus de 20 ans, on a des réflexions en commun entre agglomérations autour d'une billettique unique ou d'une carte unique, ou en tout cas, où on réfléchissait à simplifier l'accès à l'ensemble des transports. Et j'en reparlerai dans la présentation. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on est vraiment à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse avec beaucoup aussi d'échanges transfrontaliers. Voilà ce que je voulais préciser à ce stade. Merci Christophe, et puis tu nous en parleras plus en détail tout à l'heure. Je vais poursuivre avant d'attaquer dans le vif du sujet avec les marketplaces et Louis tout à l'heure. Je vais poursuivre avec quelques définitions et généralités sur le MaaS. Première chose, définition. Bon, moi, à titre personnel, j'aime bien la définition de la communauté européenne. Pour simplifier, on va dire que le MaaS, c'est la mise à disposition de l'ensemble de services de mobilité au sein d'une application mobile. Je n'irai pas beaucoup plus loin, c'est un peu la définition de base. Pour aller dans un petit peu plus de détails, on y ajoute l'idée de casser les silos, hein, donc d'avoir au sein de cette application une mobilité fluide, intégrée, simple d'accès, sans couture, comme on entend beaucoup. Et puis, un enjeu important, c'est l'intégration du paiement et d'un paiement unique, et ce qui va entraîner des contraintes pour pouvoir encaisser ces recettes et les reverser aux différents opérateurs de mobilité. Et ce sera essentiellement le sujet du webinaire aujourd'hui. Le MaaS est un concept assez récent. Il est apparu à Helsinki, en Finlande, en 2014, au cours du 10e congrès européen des ITS. Et puis ensuite, on en a un peu parlé en France, c'est arrivé en 2015, un peu à Bordeaux. Mulhouse a été précurseur avec le lancement du compte mobilité en 2018, et aujourd'hui, on est en 2022 avec 4 ans de recul sur ce concept et quelques implémentations en France. Quelques mots sur les niveaux d'intégration des services dans le MaaS. Il y a pas mal de littérature sur ces thématiques, des intégrations à 1, 2, 3, 4 niveaux. Je vous ai mis les liens, comme ça vous pourrez éventuellement revenir sur ces points-là avec le support. Le constat essentiel, c'est que le paiement est assez peu mentionné finalement dans ces niveaux d'intégration. Et dans la suite, nous, on va se positionner dans ce qu'on a en toute humilité mis en place à Grenoble en bas à droite, c'est-à-dire au niveau 3, qui est caractérisé par le fait qu'on a un paiement unique pour l'ensemble de services de mobilité disponibles dans le MaaS,
Et donc, on va devoir splitter ce paiement parmi les différents opérateurs qui opèrent les services. On n'oublie pas qu'il y a plusieurs types de masses. Alors, dans la suite, on va se focaliser essentiellement sur les masses organisées par les autorités organisatrices de mobilité, mais néanmoins, on voit aujourd'hui des masses organisées par les employeurs pour leurs salariés. Ouais, c'est ce que font Arval, un peu ce que fait Better West, ce que fait Skipper, voilà, des sociétés comme ça qui adressent les corporates pour proposer des services de mobilité à leurs salariés. On a ensuite les masses organisées par les autorités, donc ce que fait le SMAG à Grenoble, ce que fait M2A à Mulhouse, IDFM en Ile-de-France, etc. Ce que font aussi les régions avec des masses ou plateformes de mobilité régionale. Et puis enfin, en bas, on a des masses organisées par des acteurs privés pour leurs clients, et le terme client est là important, donc c'est ce que fait par exemple Uber. Les enjeux de paiement sont importants dans l'ensemble de ces masses, mais particulièrement dans la deuxième catégorie, les masses dites publiques organisées par les autorités. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va se concentrer. Je vais maintenant passer la parole à Louis, qui va nous parler plus précisément de Marketplace, de façon un peu théorique et au travers d'exemples d'autres secteurs d'activité. Merci Pierre. Ah oui, on a évidemment tous observé le très fort développement du e-commerce sur la dernière décennie, donc qui a connu une croissance à 2 chiffres et qui a notamment connu une très forte croissance en 2020 et 2021 portée par la crise du Covid qui a conduit un certain nombre de clients à se tourner vers ce canal et à s'orienter vers ces nouvelles habitudes d'achat qui sont devenues pérennes. Et une part importante de cette croissance a été captée par le modèle de marketplace qui s'affirme comme un modèle majeur et même dominant en fait du e-commerce. Et il est particulièrement attractif parce qu'il arrive à la fois à répondre aux besoins et aux nouveaux usages des clients, qui sont à la recherche d'autonomie, d'offres one-stop shop, de fluidité, de simplicité dans leur parcours d'achat, et à la fois à être un modèle économique plus intéressant pour les e-marchands, qui sont confrontés à des enjeux notamment de coûts sur leur offre e-commerce, les coûts de développer, de maintenir leur site, les coûts d'acquisition des clients, le coût du réglementaire, etc. Donc voilà. Et donc ce modèle, on l'a vu, c'est bien développé. Il a été adopté à la fois par des purs acteurs e-commerce, il a été également adopté par les acteurs plus omnicanaux, et évidemment aux États-Unis, mais également sur l'ensemble de l'Europe, où la plupart des pays offrent encore des potentiels forts de marché. Il s'est développé à la fois évidemment de manière très dynamique sur le B2B, où il représente aujourd'hui plus de la moitié des échanges en e-commerce, avec un taux de croissance supérieur à celui de l'ensemble du commerce électronique. Et on le retrouve évidemment à la fois dans les secteurs produits, dans les marketplaces produits, mais également dans les marketplaces services. On va retrouver l'hébergement, la livraison de nourriture, la santé numérique et évidemment la mobilité qui nous intéresse ici. Le rythme est un peu différent sur le B2B, où il a émergé un peu plus tardivement. Il est encore à un stade relativement moins précoce de son développement. On est à autour de 7% de l'ensemble des volumes. Mais il y a une croissance forte ces dernières années. Il y a un effet de rattrapage qu'on observe et on prévoit une poursuite de ce rattrapage et de ce développement assez fort sur les prochaines années. Et donc ce modèle de marketplace implique une chaîne de valeur qui est spécifique et des nouveaux besoins de services de paiement qu'on peut retrouver justement sur cette chaîne de valeur avec la capacité à onboarder et à KYCiser les vendeurs, la capacité à ségréguer des fonds dans des comptes de cantonnement dédiés et les enjeux de réconciliation et de ventilation des flux vers les vendeurs et également vers l'opérateur de la marketplace pour la partie commission. Donc, on a une chaîne de valeur qui est spécifique pour les marketplaces. Ce qu'on peut noter, c'est que parfois, on a des acteurs qui sont capables, des services de paiement qui sont capables de couvrir l'ensemble de la chaîne. Et parfois, cette chaîne peut être couverte par différents acteurs. Un acteur prenant la partie onboarding, ségrégation des fonds, etc. Et des acteurs qui vont intervenir uniquement sur la partie cash-in.
Au-delà de la spécificité pure de marketplace, la chaîne de valeur comporte aussi des spécificités en fonction des segments. Donc, typiquement, sur le B2C, on va avoir des moyens de paiement qui vont être plus tirés par la monétique. Donc, en France, c'est de l'ordre de 80%. C'est un peu moins dans les autres pays européens, mais voilà, en France, c'est quand même beaucoup de la carte. On va être sur des paiements immédiats, synchrones. On va observer également le développement ou l'essor des moyens de paiement alternatifs, donc les digital wallets, notamment PayPal, le BNPL, les paiements locaux, Sofort, Ideal. Un autre enjeu clé sur cette chaîne de valeur pour la partie B2C, c'est qu'on va être sur des paiements avec des paniers moyens qui vont être plus faibles, mais du coup une volumétrie de paiement à la fois en cash-in et en cash-out qui va être plus importante. Et évidemment, on est sur des clients particuliers et sur lesquels donc, on a des enjeux forts en termes de parcours et d'expérience client. Sur le B2B, donc un peu si on fait la comparaison B2C, B2B, sur le B2B, on va être sur des paiements qui, au contraire, vont être plutôt des virements ou prélèvements, donc qui représentent environ 80% des transactions. On va être sur des paiements plutôt différés, donc asynchrones. On va être sur une chaîne de traitement, un processus transactionnel qui peut être plus complexe, notamment avec des contraintes fortes des corporates, donc qui vont être sur des contraintes d'achat, des bons de commande, validation des commandes, également l'importance de la gestion de la facture dans ce type de marketplace. Et ce qu'on note aussi, c'est qu'au-delà de ces spécificités propres au marketplace pour les paiements, on observe aussi des nouvelles tendances et des enjeux clés qui émergent et qui vont être clés pour les opérateurs, pour les acheteurs ou les vendeurs, et que les acteurs de services de paiement doivent être capables d'adresser. Ça va être évidemment la capacité à couvrir l'ensemble des moyens de paiement. Vous avez vu qu'effectivement, il y a une forte diversité et il y a du développement de nouveaux moyens de paiement à couvrir. Donc, évidemment, on a parlé du BNPL, on a parlé de PayPal, il y a l'instant payment, il y a les cryptos. En ce moment, c'est peut-être plus à nuancer. Et puis, il y a des spécificités par verticale. Typiquement, on peut y avoir les tickets restaurants sur tout ce qui est livraison. Et sur la mobilité, il y a les forfaits de mobilité durable, par exemple, qui sont moyens de paiement à couvrir. Au-delà des moyens de paiement en tant que tels, il y a également l'enrichissement de l'offre de service, qui va un peu au-delà de l'offre de service purement de paiement et qui doit s'enrichir avec des services financiers, tout ce qui va être lié au financement. Donc, on a le BNPL, on a le Revenu-Based Finance, on a l'assurance crédit conso. Il y a également les offres d'assurance. Et puis après, il y a des offres plus dédiées aux vendeurs. Tout ce qui est de l'assistance à la vente, l'assistance au recouvrement, les services également aux opérateurs de marketplace en tant que tel, tout ce qui va être de l'aide au pilotage, des dashboards, etc. Un troisième enjeu clé, ça va être la flexibilité, la capacité à apporter des solutions un peu sur mesure. On va avoir des acteurs de marketplace qui vont de plus en plus matures, qui vont chercher des solutions plus sophistiquées et plus modernes. Donc, il y a besoin d'apporter ces solutions avec plus de modularité, une plus forte intégration avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et puis, un dernier point évidemment qui est clé, c'est l'expérience et le parcours client, avec notamment le développement de plus en plus fort de l'omnicanalité et puis des attentes de clients qui sont de plus en plus fortes sur les sujets d'autonomie et de qualité du parcours, notamment dans des perspectives de conversion. Voilà. Ça, ce sont évidemment des grands enjeux à traiter de manière générale. Et puis après, il y a des enjeux plus spécifiques, pas verticales, et notamment ceux liés de la mobilité, sur lesquels on reviendra un petit peu après, notamment avec Caroline. Merci Louis. Donc on voit en effet que les marketplaces sont des concepts qui sont en train de se déployer fortement en B2C, en B2B et dans la mobilité. Je vais passer maintenant la parole à Fabrice qui a le lourd challenge de nous parler de la réglementation, parce qu'en effet, l'utilisation de ces marketplaces sont soumis à pas mal de réglementations et Fabrice va essayer de nous éclairer sur ces enjeux-là. À toi Fabrice. Merci Pierre. Donc effectivement, la réglementation en fait est un enjeu majeur dans le statut des marketplaces d'une façon générale. Alors quand on parle de marketplace,
et sous-jacent tout de suite la notion en fait de mettre en commun sur un site donné en fait un ensemble de services ou de produits qui peuvent être fournis par différents vendeurs et donc pas uniquement celui qui fournit le site internet. Hein. Bien évidemment, dans les marketplaces très connus, Amazon, Cdiscount, qui sont plutôt des marketplaces de type retail. Donc sur cette partie réglementation, ce qui est très important, c'est que, et ce qui complexifie beaucoup aussi, c'est qu'on a des recommandations, des directives qui proviennent plutôt de la Commission européenne, d'une façon générale au niveau de l'Europe, hein, que ce soit la Commission européenne ou que ce soit la Banque centrale européenne ou l'autorité bancaire européenne, qui vont définir en fait un certain nombre de règles ou de préconisations et de recommandations. Pour ce qui nous concerne principalement, ça va être plutôt les directives, hein, puisque comme chacun le sait, une directive européenne, chaque pays membre de l'Union européenne doit les transposer dans le droit national, hein, dans un délai en principe de 2 ans. Donc celles qui nous concernent principalement sont les directives sur la monnaie électronique, sur les services de paiement, bien connus sous le nom de la DSP2, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre ces 2 ou 3 dernières années, et puis aussi une directive très importante, hein, pour tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc l'ensemble de ces règles, de ces directives, hein, sont transposées dans le droit français, souvent dans le code monétaire et financier, mais pas que. Tout ce qui va être recommandation ou directive de la Banque centrale européenne va être reprise par la Banque de France. Et bien évidemment, la Banque de France, au travers donc de l'ACPR, hein, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, va s'assurer que l'ensemble des acteurs du paiement respectent bien l'ensemble de la loi concernant cette problématique d'encaissement. On a aussi un petit trac, hein, sur cette partie code du travail, hein, puisque le code du travail, il introduit aussi ce qu'on appelle les TSPD, hein, donc les titres de service de paiement. Alors le D pour dématérialiser quand ils sont dématérialisés, c'est les titres tout simplement qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit dans la restauration avec les chèques déjeuner ou autres, et aussi, hein, ce qui concerne la mobilité en tant que telle, c'est bien évidemment le chèque vacances qui est dans l'acceptation, on va dire, des moyens de paiement indispensables sur tout ce qui va être transport, vacances, voyages, et également avec ces dernières années, hein, des nouvelles lois et recommandations sur tout ce qui est titre de mobilité, et notamment donc le forfait mobilité durable. Au travers de tout ça, on a aussi une réglementation qui nous vient et qui nous est imposée au travers donc des moyens de paiement et plus particulièrement des schémas de paiement. Là, j'ai juste illustré quelques moyens de paiement. Bien évidemment, à l'intérieur de l'ensemble de ces schémas de paiement, on va retrouver tout un tas de réglementations, de sécurisation. Bien évidemment, je pense que le terme PCI évoque quelque chose, on a tous entendu parler de ces termes-là. Et c'est plutôt des recommandations ou des obligations qui sont propres en fait aux moyens de paiement qu'on va utiliser. Et donc, bien évidemment, en fonction de ces moyens de paiement qu'on souhaite mettre en œuvre ou pas, il faudra à chaque fois regarder quelle réglementation s'y applique. Vas-y Pierre, je te laisse passer au slide suivant. Donc, le slide suivant, il est plutôt là pour comparer un petit peu l'évolution de la marketplace. Comme le disait tout à l'heure Louis, hein, la marketplace dans le monde du retail a beaucoup progressé ces dernières années. Donc côté retail, je pense qu'on est très très en avance sur cette notion de marketplace versus sur la partie transport. Pardon. Où là en fait on commence, mais on reste quand même, je pense, dans quelque chose qui est assez light pour l'instant. Hein. Donc si on compare un petit peu les objectifs d'une marketplace retail, au début, hein, le retailer, lui, ce qu'il veut, c'est vendre son propre catalogue comme une autorité tout simplement organisatrice de la mobilité souhaite distribuer son offre de transport. Bien évidemment, il y a déjà un peu plus d'une dizaine d'années, hein, l'objectif du retailer était de conserver le client sur son site et donc d'enrichir son offre, de la compléter avec de nouveaux produits, et donc ces produits qu'il n'avait pas forcément, et donc il allait faire appel à des vendeurs tiers. Donc c'est un peu de là qu'est né le concept marketplace, hein, de vraiment la capacité à proposer une offre de produits ou de services qui soit au-delà de ce que le retailer en lui-même était capable de faire.
Et donc là, c'est ce qu'on commence effectivement à voir apparaître au niveau des AOM notamment, hein, la volonté de vendre au-delà de leurs services de mobilité, mais des services de mobilité complémentaires. Donc on est bien dans un système gagnant-gagnant, hein, puisque pour le vendeur tiers et donc le fournisseur de services mobilité complémentaires, c'est bien de pouvoir toucher l'ensemble des usagers de l'AOM et donc mettre en avant son offre. Hein. Donc on a bien un bénéfice client et à la fois usager, puisque aujourd'hui le client, quand il a tout au même endroit, c'est quand même plus simple. Et puis sur une plateforme masse, hein, alors j'ai fait un petit clin d'œil effectivement à ce que disait Pépi il y a quelques années avec le projet Door-to-Door, qui était bien de dire comment je peux accompagner mon client final d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on est plutôt sur des portions de trajet et pas sur un trajet complémentaire, complet plutôt, d'un point A à un point B. Donc là, le MaaS doit vraiment, je pense, répondre à cette problématique de door-to-door. Bien évidemment, on va retrouver la même problématique d'interconnexion de 3 acteurs entre le client final, le vendeur, la marketplace et en parallèle, donc l'usager, le fournisseur du service de mobilité et la plateforme MaaS en tant que telle. Après, j'ai voulu rappeler en fait quelques éléments fondamentaux pour la création d'une marketplace ou d'un MaaS et les services à minima qu'il faut produire. Je pense des choses importantes comme les parties les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation qui sont vraiment clés, la problématique des pay-in et du pay-out comme l'a présenté tout à l'heure Louis, la notion de facturation, de répartition de ces fonds, et bien évidemment, il y a aussi un aspect important qui est la gestion de la TVA, puisqu'aujourd'hui, la gestion de la TVA évolue, la facturation électronique avec la loi de finances 2021, les différentes aussi réglementations par rapport à la collecte de la TVA sur des vendeurs hors de l'Union européenne. Donc ça, c'est plutôt des problématiques qui sont liées à la, on va dire, à la complexité, la diversité de ce qu'un retailer peut vendre versus sur un MaaS, en fait, où on va plutôt être quand même, je pense, sur des services qui sont fournis et délivrés par des vendeurs de l'Union européenne, et donc auquel cas la TVA est, on va dire, un peu plus simplifiée, puisque elle reste de l'obligation du fournisseur de services de mobilité. Alors, je vous propose les 3 bonnes questions. Alors, est-ce que c'est les bonnes? Mais en tout cas, c'est celles que je conseillerais à se poser quand on veut mettre en place un MaaS. Hein. Donc, la première chose, c'est est-ce qu'on est bien sur un panier mono-vendeur ou un panier mixte? Hein. Donc, quand j'entends panier mixte, c'est bien 2 entités légales différentes qui vont vendre deux produits différents. Donc, dès l'instant où on rentre dans cette notion de panier mixte, se pose forcément la question de l'encaissement pour le compte de tiers. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, l'encaissement pour le compte de tiers, il peut être régi par différentes réglementations. Donc, la deuxième bonne question, effectivement, c'est sous quel statut on veut réaliser cet encaissement pour le compte de tiers. Voilà, merci Pierre. Donc, la première, qui est tout naturelle, qui fait le parallèle, l'analogie avec la marketplace retail, c'est bien le statut marketplace et en particulier l'encaissement pour le compte de tiers qui est régi par le Code monétaire et financier, qui reprend les directives européennes et notamment sur les services 1 et 2 de paiement, qui sont des statuts particuliers qui permettent de pouvoir faire l'encaissement pour le compte de tiers. Pour pouvoir mettre en place cette législation, donc on a différentes possibilités en fonction des montants encaissés. On peut aller demander une exemption auprès de la CPR, obtenir l'agrément soi-même ou tout simplement faire appel à un PSP qui a déjà cette licence et qui pourra vous fournir cet agrément au travers la nécessité de devenir agent. Donc ça, c'est le premier point un peu, on va dire, classique. La particularité des AOM, c'est qu'on est sur une entité publique avec la possibilité d'utiliser le statut de régie d'avance et de recettes qui sont particulières et liées à la France. Donc ça, c'est au travers d'instructions codificatrices. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment important et la question qu'on doit se poser quand on est une entité, donc une AOM, plutôt entité publique. Le troisième item qui est aussi important et qui fait appel en fait au statut d'agence de voyage, puisque l'agence de voyage
a une obligation de souscrire déjà en fait une garantie financière illimitée afin de protéger le client final, notamment en cas de faillite ou autre. Donc on a déjà, au travers de ce statut, les garanties qui vont viser à protéger, on va dire, hein, le client final. Donc ce statut, il est quand même à étudier, il présente des avantages mais aussi des inconvénients, surtout en termes de comptabilité et de collecte de TVA où c'est un petit peu particulier. En troisième point, donc dès l'instant on monte en fait hein, son activité marketplace, donc il y a un certain nombre de lois complémentaires qui vont s'ajouter, notamment tout ce qui va être loi de la consommation, prévenir et informer l'usager que le service n'est pas forcément délivré hein, par l'entité qui est en train de le vendre. Donc on a tout un tas de réglementations liées à cette partie code de la consommation. Je ferai aussi le focus hein, sur la partie RGPD, donc attention sur l'ensemble de la protection des données personnelles, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a une relation tripartite entre l'usager, l'éditeur de la marketplace, donc du MAS, et derrière le transporteur, donc le vendeur du service. Bien évidemment, quand on fait aussi une marketplace, on doit ce qu'on appelle les KYC vendeurs, hein, donc identifier l'activité du vendeur, et ça, c'est des termes qui sont repris hein, dans les directives sur tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il y a aussi une part importante hein, qu'on oublie parfois, qui est la partie SAV et remboursement, hein, puisque sur un titre de transport, on a ces deux problématiques qui sont quand même importantes. Donc le SAV et le remboursement, légalement, il doit être opéré par le vendeur, et donc en l'occurrence le vendeur tiers, quand c'est un vendeur tiers. Et c'est pas l'obligation de la marketplace de gérer ce SAV et ce remboursement. Donc, pareil, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et valider avec le vendeur tiers cette capacité à faire. On se retrouve un petit peu parfois dans le retail, hein, je citais tout à l'heure des marketplaces type Cdiscount, on a aussi Fnac Darty. Parfois en fait les retailers prennent le relais en fait quand le vendeur tiers est un peu défaillant, mais légalement c'est bien le vendeur tiers qui est responsable de cette partie SAV remboursement. Voilà un petit peu les bonnes questions que je pense qu'il faut se poser. Donc, je redonne la parole à Pierre pour la suite de la présentation. Merci beaucoup Fabrice. Donc, comme vous l'avez vu, ouais, en effet, ce sont des activités un petit peu réglementées et assez complexes. Donc, il est important de se poser les bonnes questions au début du projet. On va faire un petit sondage là. Tu nous as parlé tout à l'heure de FMD, donc forfait mobilité durable, que l'on peut considérer comme un moyen de paiement, hein, puisqu'on commence à avoir des masses qui travaillent sur l'acceptation du FMD. Et donc, je vous propose un petit sondage sur la mise en place du FMD dans vos entreprises. Vous avez quelques minutes pour y répondre. Je vais y répondre moi aussi. Et on vous donnera les résultats à la fin de l'intervention suivante de Caroline. Donc, sans transition, je vais passer la main à Caroline de PMP, qui va nous parler un peu plus précisément de la manière dont on peut gérer ces différents types de recettes. Alors, le cadre réglementaire ayant été rappelé par Fabrice, on va regarder ce que ça signifie concrètement lorsque l'on travaille sur un projet MAS. Pierre nous a évoqué en début de webinaire la question du niveau d'intégration pour le paiement et la facturation. Et c'est vrai que ce niveau d'intégration, c'est aussi lui qui va fixer les contraintes que portera le MAS en termes de paiement. Si vous êtes dans de la redirection immédiate, il n'y a pas de sujet, chacun des opérateurs facture, recouvre, et donc vous n'avez pas de questions particulières à vous poser au niveau de votre plateforme MAS. Si vous êtes dans une logique de compte commun et uniquement le compte commun, là, c'est plutôt là non plus, vous n'avez pas de sujet de paiement, puisque le paiement, la souscription se font dans le média du partenaire. Donc, vous avez juste une facilité de souscription. Dès lors que vous rentrez en paiement centralisé ou ensuite en parcours client intégral, là, vous allez devoir votre MAS doit pouvoir gérer des paniers multi-produits, multi-opérateurs, et se pose toute la question de la réglementation du paiement.
Donc, on est bien dans ce cadre-là du paiement centralisé. Je te laisse passer. Autre question clé qu'il faut vous poser lorsque vous allez gérer un MAS, c'est finalement qu'est-ce que vous allez retrouver comme produit tarifaire à l'intérieur de votre plateforme MAS. L'idée de faire un MAS, c'est quand même généralement pour une autorité organisatrice, par exemple, si on prend cet exemple-là, de pouvoir inciter à un report modal vers des modes qui sont plus durables, partagés, doux, actifs, etc. Donc, l'autorité organisatrice va toujours se poser la question de la combinaison de ces offres et l'intégration des gammes tarifaires pour être incitatif au développement de la multimodalité. Vous avez par exemple des choses assez classiques aujourd'hui d'offres packagées entre du transport en commun et du vélo, ou bien entre du parking relais et du transport en commun. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est de savoir quelles sont les offres à combiner, choisir le niveau d'incitation associé à cette combinaison d'offres, et puis se poser la question de la modalité de répartition des recettes de ces offres combinées. Alors, ce n'est pas nouveau d'avoir des offres combinées dans la mobilité. Vous en avez déjà avec, par exemple, un produit comme le pass intégral qui existe sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui vous permet de prendre le métro à Marseille, le bus à Aix-en-Provence, et puis le TER entre Marseille et Aix-en-Provence. Donc là, on est bien dans un produit packagé qui vous permet de prendre différents modes, et ces modes étant opérés par différents opérateurs, la RTM, Keolis et TER, SNCF TER dans le cas présent, et en plus ces opérateurs rapportent à des autorités organisatrices différentes. Donc ça, on sait déjà le faire, on sait le faire à travers des logiques de chambre de compensation de recettes, qui sont souvent des logiques où votre clé de répartition, elle est fixée à l'avance, et puis vous la faites évoluer, mais ce n'est pas une redistribution dynamique. La différence que va amener le MAS, c'est que vous allez multiplier tous les cas de package, et vous allez aussi créer toute cette logique de panier, où dans votre panier, vous allez avoir plein de produits différents, pas forcément packagés, et là, il va falloir être dans une redistribution qui est dynamique et qui gère des natures de flux assez différentes. Donc, dans les natures de flux de recettes que vous allez avoir, vous avez des recettes purement privées. C'est un acteur privé, c'est un opérateur de type, par exemple, un opérateur de trottinette électrique qui serait intégré dans votre MAS. Vous allez avoir des recettes purement publiques, comme du bus, du transport par bus, du transport TER. Et puis, vous avez des recettes mixtes. Vous êtes vraiment dans une logique multi-produits, parce que vous voulez offrir un parcours sans couture à votre voyageur, avec de la trottinette pour aller jusqu'à la gare, par exemple du TER, et puis je terminerai mon dernier kilomètre avec le bus. Donc, là se pose la question de savoir comment vous allez pouvoir encaisser le paiement du client, parce qu'en plus, dans le paiement du client, vous avez différents modes. Vous pouvez être en pré-paiement, vous pouvez être en post-paiement, vous avez des sujets qui sont des achats de titres, du pay-as-you-go, de l'abonnement. Comment vous allez redistribuer les recettes aux opérateurs privés comme aux opérateurs publics, et puis se pose aussi la question du commissionnement, puisque en fonction des modalités que vous allez choisir, vous ne pourrez pas commissionner, votre fournisseur de services numériques de mobilité ne pourra pas se commissionner de la même façon. Donc, il y a pas mal de questions techniques qui sont liées à la gestion de ces recettes. Et autant sur les flux purs publics ou les flux purs privés sont des sujets qu'on sait traiter avec les outils existants aujourd'hui, c'est-à-dire de la régie de recettes, voire même des conventions de mandat, et pour les flux purs privés, des sujets de PSP, autant pour les flux mixtes, se pose vraiment la question de ce que l'on peut faire au titre de la réglementation. Donc, comment est-ce qu'on gère un panier multi-produits, multi-vendeurs dans un MAS? Et là, en fait, on va se retrouver avec 3 scénarios qui sont des scénarios qui nécessitent d'utiliser des outils qui ont fait leurs preuves sur les marketplaces dont nous parlait tout à l'heure Louis, et c'est notamment toutes les solutions de paiement qu'on appelle les PSP.
et des outils traditionnels du secteur du transport et notamment du transport public, qui sont les régies de recettes, avec la lourdeur aussi que représentent les régies de recettes. Et c'est là où on se retrouve dans un cadre légal qui n'a pas été complètement au bout de la réflexion, c'est-à-dire que les PSP, ils ont bien été transcrits en droit français, donc c'est une réglementation européenne, ils sont transcrits en droit français, mais ils s'appliquent à des flux privés. Et les régies de recettes, elles sont historiques, elles existent, mais elles n'ont pas été pensées, et le cadre réglementaire autour des régies de recettes, il n'a pas été pensé dans un univers digital. Donc, quels sont les 3 scénarios qu'on peut mettre en place? Un scénario qui est un peu maximaliste pour le PSP, qui est le premier scénario. Finalement, c'est votre PSP qui va diviser les flux et qui va redistribuer le flux privé à ces différents opérateurs et envoyer le flux public, la recette publique, à la régie de recettes qui, elle, la transfère, puisqu'elle est la seule habilitée à le faire. Ça, aujourd'hui, c'est un cadre légal qui n'est pas encore établi pour l'ensemble du périmètre national. Donc, il y a un sujet sur ce choix, qui est quand même le choix le plus simple, de devoir aller faire valider ce scénario à chaque fois auprès du trésorier payeur. Ça existe, c'est fait. On a le cas, par exemple, d'Atomode en Normandie qui utilise cette possibilité-là, mais ça demande une démarche de la part de l'autorité organisatrice ou de la part du fournisseur de services numériques pour aller, de mobilité numérique pour aller faire valider sa solution. Le deuxième cadre, qui lui est un cadre légal complètement assuré et finalement assez simple, c'est d'utiliser à minima le PSP que pour le pay-in, donc l'encaissement du client, et ensuite laisser la régie de recettes vérifier, redistribuer auprès des opérateurs, les recettes privées comme les recettes publiques. Et là, ma foi, ça fonctionne, mais c'est pas très dynamique en fait comme opération en comparaison avec ce qu'on peut faire avec un PSP. Et le dernier cadre, qui est un cadre qui est souvent adopté aussi, au moins en phase de transition par les opérateurs, c'est finalement de rompre un peu cette logique au niveau de la promesse client, c'est-à-dire que pour le client, à fin de mois ou à fin de semaine, donc ça dépend de vos délais, on va encaisser 2 flux différemment, le flux privé et le flux public, et ensuite transférer le flux public à la régie de recettes qui, elle, va gérer auprès des différents opérateurs. Voilà un peu les trois cas que l'on rencontre, sachant que si on veut respecter la promesse client et le niveau d'intégration 3 dont on parlait tout à l'heure, c'est plutôt le cas 1 et le cas 2 qui sont les cas opérés. Autre question sur ce sujet du MAS. Là, on parle distribution en ligne dans une logique qui se rapproche de celle du e-commerce. Mais la mobilité, il faut aussi la penser dans l'ensemble des situations. Et donc, la question du MAS, elle doit être pensée à l'aune de la distribution omnicanale. Il faut penser les parcours MAS dans un cadre de distribution omnicanale pour 2 raisons. D'abord, pour toucher tous les usagers, puisque il y a une complémentarité des canaux et il y a besoin de pouvoir proposer ces produits, distribuer ces produits dans des boutiques, dans des agences de la mobilité, auprès de différents guichets. Donc, se pose la question de comment on peut les distribuer. Et aujourd'hui, j'ai illustré avec une photo que vous n'allez bientôt plus voir sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est ce qui se passait avant la mise en place de Modalis. Mais on peut arriver à des situations aberrantes où finalement vous vous retrouvez avec une multiplicité de distributeurs physiques parce que vous n'êtes pas en capacité d'avoir un parcours client unifié. Donc, c'est vraiment un enjeu de repenser vos parcours MAS dans le cadre d'une distribution omnicanale et d'intégrer cette question de la gestion des flux de recettes aussi au niveau de la distribution physique. Pardon, excusez-moi. Et enfin, dernier point qui a été évoqué, ce sont les nouveaux services de paiement. Donc, Louis les a évoqués sur les marketplaces.
il y a plein de nouveaux services de paiement qui se développent, il y a des attentes nouvelles des clients. Et bien évidemment, vous avez l'habitude, les consommateurs ont l'habitude d'utiliser maintenant ces plateformes e-commerce. Et donc, ce qu'on retrouve dans ces plateformes-là, ça fait un peu référence. Et ça fera référence aussi pour nos plateformes masse. Donc, il faut être en capacité d'intégrer des nouveaux services de paiement. Et au-delà des nouveaux services de paiement traditionnels qu'on va retrouver sur toutes les plateformes, il y a aussi des services de paiement spécifiques liés à la mobilité, comme le forfait mobilité durable, qui est un sujet qui est assez intéressant, notamment du point de vue de l'autorité organisatrice, puisque ça permet d'engager les employeurs dans une réflexion sur la mobilité de leurs employés, la participation des employeurs au financement de la mobilité des employés et l'incitation à prendre les modes qui sont les plus durables. Donc, dans la plupart des applications masse développées par les autorités organisatrices, se pose la question de savoir comment on peut aussi ajouter le compte FMD de l'employé dans toute la logique de compte client et lui permettre de payer ses déplacements, soit avec sa carte bancaire liée à son compte FMD d'employé, soit avec sa carte bancaire personnelle. Merci Caroline. C'était très clair. Si j'arrive à passer à la slide suivante. Oui, on se rend compte en effet que les entreprises jouent un rôle de plus en plus important dans la mobilité des salariés et l'acceptation du FMD comme moyen de paiement dans les masses va aller sans doute va se développer de façon croissante. Alors j'en profite pour vous afficher les résultats de notre petit sondage sur le FMD. Voilà. Votre entreprise a-t-elle mis en place le forfait mobilité durable? Donc oui, 30%, non, 70%. C'est un petit peu décevant. Et il y a quand même pas mal d'entreprises qui ne savent pas si elles le mettront en place ou pas. Merci Stéphane pour le petit sondage. Alors, sans transition, on va passer ensuite à la partie témoignage avec Christophe qui va nous parler de son expérience et de ce qu'il a fait depuis maintenant 5 ou 6 ans sur le compte mobilité à Mulhouse. Christophe, c'est à toi. Oui, merci. Alors, je vais essayer de passer rapidement quand même sur la description du compte mobilité. Le compte mobilité, mais quand même pour vous expliquer, c'est effectivement une application, mais l'application, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière l'application, il y a tout un réseau d'interconnexion technique. Vous le comprenez, si je veux décrocher un vélo, il faut que je sois connecté avec le service qui gère les connexions de vélo, etc. C'est aussi un réseau de partenariats, donc de conventions, et un réseau de flux financiers, ce sur quoi on va peut-être faire un zoom aujourd'hui. Sur l'application, quand même, ce que je tiens à dire sur la slide d'avant, c'est que vous pouvez, avec l'application, à la fois faire de la recherche d'itinéraire, vous pouvez acheter un titre occasionnel, vous pouvez aussi acheter, pour les transports urbains, un abonnement mensuel, un abonnement annuel. J'insiste là-dessus parce que dans le cadre des masses, une question qu'on se pose toujours, c'est jusqu'où il faut aller dans chaque service. Donc, la profondeur du service est, à notre avis, aujourd'hui très importante. Et dans les transports urbains, on ne se limite pas aux déplacements occasionnels, on va jusqu'aux abonnements annuels. Vous pouvez décrocher un vélo, vous pouvez louer un vélo, vous pouvez réserver une voiture, vous pouvez rentrer-sortir d'un parking. Et tous les paiements s'effectuent, la plupart des paiements, s'effectuent en post-paiement. Et on est plus 100% post-paiement, on fait du pré-paiement aujourd'hui justement pour les abonnements. Sur la genèse, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire plutôt qu'on était à la recherche d'une carte unique ou d'un abonnement unique à l'échelle de l'Alsace, que j'évoquais dans la présentation. Et finalement, on s'est dit que c'était une fausse bonne idée. Et quand dans les années 2014-2015, on a fait un peu un tour de France, ce qui nous a paru important, c'était à la fois
de travailler beaucoup plus sur les déplacements du quotidien qui sont à l'échelle d'un bassin de vie, pas à l'échelle nationale, ni même à l'échelle régionale, et donc de travailler sur la multimodalité, c'est-à-dire des gens qui se déplacent, on a plus de 60% en voiture, ils se déplacent en voiture pour aller au boulot, mais une fois qu'ils sont au boulot, ils font peut-être d'autres déplacements, peut-être que là aussi, on peut les inciter à utiliser d'autres modes de transport, ou de temps en temps, dans leur semaine, utiliser un autre mode de transport que la voiture. L'idée du post-paiement, j'en ai parlé, et l'outil smartphone. On n'a pas de système billettique à Mulhouse et donc le smartphone est un outil intelligent qui est dans la poche de beaucoup de monde et donc il nous semblait important de nous appuyer là-dessus. La vidéo, on ne va pas la regarder. Je mettrai après la présentation un lien dans le chat qui vous permettra de regarder la vidéo si ça vous intéresse et si vous voulez savoir exactement ce qu'on trouve dans l'application. Quelques retours d'expérience sur le service qui a été mis en place en 2018. Je vois qu'il y a Luc Villibord parmi les auditeurs qui nous a aidés avec le groupe Transdev à monter cette version 1 qui est effectivement innovante. Ce qu'on a constaté quand on a fait un bilan de tout ça en 2020, c'était que finalement, les gens, vous le voyez là, ils ne s'inscrivent pas automatiquement à tous les services. Quand on allait plus loin sur les slides d'après, ce que dit ce slide-là, c'était en 2018, il confirme l'idée qu'on avait qu'une appli avec tous les services, c'est quand même important et intéressant pour les gens. On l'avait bien sûr, on les avait interrogés, mais une fois qu'ils ont le service, le côté tout en un et la simplicité sont très clairement les deux premiers avantages clients qui sont mis en avant par les clients qui l'utilisent. Après, en fonction des cibles, vous avez d'autres éléments importants ou attractifs, que ce soit le juste prix, l'économie ou le côté écologique. Ce n'est pas toujours les mêmes qui sont sensibles à ces différents facteurs-là. Sur la suite, voilà, ça c'est dans 2020. Ce dont on s'est rendu compte, il y a ce côté, je ne sais pas à quoi sert cette application exactement. Vous allez dire, c'est surprenant. Mais en fait, c'est pas simple de faire quelque chose de simple alors qu'on met plein de services compliqués dans une seule application. Je sais pas, c'est même pas simple de l'exprimer, mais on voit bien que le transport en commun tout seul, c'est déjà compliqué. Mais si vous mettez dans une seule application le transport en commun, les vélos en libre service, les vélos qui se réservent au mois, les voitures qui se réservent, le parking et encore d'autres services, le train, c'est quand même compliqué de faire simple. Et donc, on s'est rendu compte, si vous mettez la slide d'après, qui confirme quand même ce côté, il y a des choses qui sont très pratiques, on s'est rendu compte, si vous voulez, que les gens, finalement, qui l'utilisaient, restaient sur leurs habitudes. C'était plus facile, plus pratique. Un avantage très fort, c'est justement, je ne m'occupe plus du paiement. Et ça, c'est vraiment ce côté, je n'ai pas besoin d'avoir de la monnaie sur moi, tout se fait automatiquement. Finalement, que ce soit en post-paiement ou pré-paiement, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est vraiment, je n'ai plus à me soucier du paiement, mais j'ai quand même une facture à la fin qui me permet de savoir ce que j'ai dépensé et surtout, j'ai aussi un suivi conso qui me permet de savoir au fil du mois où j'en suis. Mais par contre, les gens ne changent pas leurs habitudes. Ils arrivent avec leurs habitudes et ce n'est pas parce que l'accès aux autres services est facile qu'ils vont vers ces autres services. D'où une version 2, on peut avancer là, d'où une version 2 qu'on est en train de lancer avec cette priorité sur disposer d'un outil ou d'une application qui va permettre d'aller vers les gens. On a parlé de package avant. Avec le MAS, on a souvent cette idée, du coup, on peut inventer tous les packages et on va bien finir par trouver le package idéal. Nous, on ne fait pas trop de package. Il existe des services combinés, mais le MAS, ça n'a pas été l'occasion de développer la combinaison ou des packages parce qu'en fait, notre conviction, aujourd'hui, ça pourra évoluer, c'est que le meilleur package, c'est un package personnalisé. Et il y a vraiment ce côté personnalisé qui nous semble important, notamment pour inciter les gens à changer de pratique. Et du coup, aujourd'hui, cette application doit devenir vraiment une application incitative, c'est-à-dire permettre, par exemple, de dire aux personnes de faciliter des promotions, des systèmes de fidélisation, ou bien de dire, voilà, aujourd'hui, vous vous intéressez au tramway, essayez-le pendant une semaine, vous pouvez utiliser le tramway gratuitement. On peut tout inventer, c'est la force de cet outil-là. Par contre, qu'est-ce qu'il faut inventer? Quels sont les
les bons incitatifs, les bonnes promotions pour changer les pratiques et faire vraiment du report modal, c'est ce qu'il nous reste à découvrir pour la suite. Si on avance, ce sont les enseignements, du coup, c'est un peu ce que je viens de raconter. Sur la suite, ça c'est notre vision, vous l'avez compris, mais c'est une version synthétique. La base, il ne faut jamais oublier que le MaaS, évidemment, ça ne remplace pas les services de déplacement. Donc, la base, c'est toujours, il faut que les gens aient au maximum le choix, donc offrir des services crédibles qui donnent le choix. À partir du moment où ils ont le choix, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres solutions que leur voiture, il faut premièrement que l'accès à ces autres solutions soit simple, mais ça, c'était notre version 1. Mais on voit que ça ne suffit pas, et d'où la version 2. Il faut en plus aller vers les gens et les inciter à changer de comportement. Et à partir de là, justement, on rentre dans les aspects de flux financiers et de paiement. Et pour nous, c'est dans la version 2, une des briques les plus importantes. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le côté incitatif va aussi passer par la possibilité de créditer les comptes des clients. On n'en a pas parlé et ça n'apparaît pas sur le diagramme-là que je décrirai par la suite, mais j'insiste là-dessus parce que finalement, quand on parle MaaS, on parle beaucoup d'interfaces techniques, de standardisation, mais nous, notre expérience nous dit que le premier sujet, c'est le plus compliqué à venir, c'est plutôt les flux financiers. C'est effectivement entre les partenaires, comment on gère les flux financiers et aussi entre les bénéficiaires. Quand je parle de crédit, c'est quoi? C'est que les familles nous disent, moi, par an, j'aimerais bien pouvoir créditer le compte de mon enfant. On parle du FND, les employeurs qui créditent le compte de leurs employés. Ou qui, en tout cas, le crédit, c'est une réponse à la manière pour les parents de mettre de l'argent sur le compte de leurs enfants sans avoir à mettre leur carte bleue sur le compte de leurs enfants. C'est hyper important et donc cette possibilité de créditer ou qu'on fera nous sous la forme d'une cagnotte est vraiment essentielle, y compris pour des acteurs extérieurs. Par exemple, il y a des promoteurs qui construisent, un promoteur qui a construit un immeuble, là, il se termine, et on s'est engagé à ce qu'on puisse créditer tous les acheteurs d'un appartement dans cet immeuble qui est au centre-ville de 500 € sur le compte mobilité. Du coup, il vend un appartement, pas qu'un appartement, il vend un style de vie dans le centre. L'appartement est évidemment bio, mais en plus, il offre des mobilités vertes aux acheteurs. Donc, on voit que la possibilité de créditer le compte et d'imaginer des flux encore plus complexes que ceux qu'on a évoqués là, c'est vraiment important d'un partenaire à l'autre, d'un utilisateur à un autre utilisateur. Il faut vraiment qu'on ait un maximum de souplesse. Là, vous avez une description un peu de la manière comment ça fonctionne chez nous. On est plutôt dans la version 1 qui a été présentée précédemment. Vous voyez que le client, l'usager, donc s'il est prélevé de 10 €, en supposant qu'il y a 5 € qui vont chez un partenaire et 5 € chez un autre partenaire, vous voyez sur la droite, on finit par mettre de l'argent, 5 € sur le compte de cantonnement de chaque partenaire. Entre-temps, on verse une commission, alors là il y a un montant fictif, une commission. L'avantage du post-paiement, c'est que la partie fixe que vous versez de la commission à chaque paiement se fait beaucoup plus rarement, puisque si j'ai un post-paiement sur les petits montants, sur les titres occasionnels, je le fais une fois par mois et pas à chaque déplacement. Ça change quand même pas mal de choses. Vous avez le mécanisme du compte de cantonnement qui est inscrit à l'intérieur. La question qu'il faut se poser aussi, c'est qui gère finalement ce mécanisme-là, ce compte de cantonnement principal. Est-ce que c'est notre opérateur MaaS, ce qu'on faisait dans la version 1, ou est-ce que c'est un des fournisseurs de l'outil application, ce qui se passe dans la version 2? Dans tous les cas, là-dessus, quand est-ce qu'on évoquait avant les flux privés, les flux publics? C'est vrai que nous, ce schéma-là, on l'a travaillé avec notre trésorier, payeur, et en fait, on considère de la même manière que pour certains mandats de recettes que l'argent devient public une fois qu'il sort du côté après le PSP. Du coup, le PSP n'est pas, il n'encaisse pas pour le compte de tiers, mais il devient une sorte de moyen de paiement. Tout ça, c'est effectivement encore un peu flou et encore sûrement à durcir ou en tout cas à confirmer dans les modes de fonctionnement. Mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe.
Sur la fin, c'était pour dire que du coup, vous voyez, la question c'est qui est cet opérateur MaaS, qui gère tous ces aspects opérationnels. Chez nous, c'est le transporteur, mais c'est un nouveau métier à apprendre et c'est également un nouveau métier pour la collectivité parce que on devient un vrai chef d'orchestre là, à la fois des différents opérateurs de mobilité, mais du coup, comme on crée un nouveau service, un service supplémentaire, il y a beaucoup d'éléments nouveaux à gérer, beaucoup d'animations à faire de manière assez fine, parce que ces sujets-là sont des nouveaux sujets et à notre sens, il faut que l'autorité publique s'investisse au maximum là-dedans, parce qu'au final, tout ça, le MaaS, c'est un outil qui doit être au service de notre politique et de l'intérêt général et donc de notre volonté d'aller vers plus de mobilité durable. Ça a toujours été, en tout cas, ce qui nous a guidés de notre côté. Et voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. C'était très clair, une belle réussite et puis de toute façon une belle expérience. Vous en êtes déjà à la version 2, donc pas mal de choses Là, vous avez apprises. les contacts aussi de Laura Brand que j'ai laissé là, qui est notre chef de projet sur le MaaS et qui est à votre disposition, comme moi, pour répondre à toutes les questions tout de suite ou plus tard. Alors, on va passer aux questions-réponses. Pour ça, je vais passer la main à Fabrice qui a géré le chat depuis le début pour répondre aux questions. Alors, quelques premières questions, effectivement, donc notamment une première d'Adrien. Donc, est-ce que, au vu de la valeur du panier qu'on pourrait avoir effectivement sur du MaaS, est-ce que la logique économique de la marketplace reste adaptée pour le secteur de la mobilité? Alors, je ne sais pas si Louis, tu veux répondre ou si je réponds comme tu veux. Louis, il y a dû nous quitter, donc je te laisse répondre. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Donc effectivement, dans la logique marketplace, il y a des frais, hein, comme vient de le présenter Christophe. Après, j'aurais tendance à dire que dès le premier centime d'euro, hein, on a la nécessité de répartir ces fonds. Et donc pour moi, la logique économique de la marketplace, au-delà de l'aspect économique, reste indispensable pour pouvoir faire cette ségrégation, on va dire, des fonds. Et puis après, comme je pense aussi, je l'avais présenté tout à l'heure, en fait, il y a différentes réponses possibles, hein. On a le côté effectivement marketplace qui, je pense, est la solution la plus conforme, on va dire, au vu des différentes réglementations, y compris des exemptions qu'on pourrait avoir. Versus la partie régie de recettes, comme l'expliquait aussi tout à l'heure Christophe, hein, la problématique de la régie de recettes va être comment on fait cette répartition, ça devient de l'argent public, à quel moment on considère que c'est de l'argent public, etc. Donc c'est quand même assez complexe aussi de ce niveau-là. Et puis le troisième statut reste le côté agence de voyage qui commence justement à faire son apparition. D'ailleurs, on a pu le constater dans certains appels d'offres. Après, dans les autres questions, toujours d'Adrien, donc sur les méthodes préconisées quand on fait appel notamment à des chauffeurs de VTC, où on a un mode un peu particulier, où on passe par une plateforme qui elle-même rémunère en fait déjà ses chauffeurs. Donc là, j'aurais tendance à dire, côté masse, en fait, il faut voir non pas le chauffeur final, mais plutôt, si on parle par exemple d'Uber, hein, il faut plutôt voir en fait un modèle économique où on va rémunérer Uber et c'est Uber derrière qui va rémunérer ses chauffeurs. Enfin, moi, je le préconiserais plutôt sur cette thématique-là. Dans les autres questions, je pense qu'on y a répondu, hein, c'est une question de Johan. Pouvons-nous avoir plusieurs vendeurs pour un panier mixte de type vendeur régie de recettes et vendeur privé? Et quelles sont les contraintes associées? Donc ça, c'était plus une question pendant la partie de Caroline. Donc, je ne sais pas si Caroline, tu veux apporter une réponse directe sur cette question-là. Oui, je pense que j'y ai répondu. Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez avoir plusieurs vendeurs dans votre panier mix. C'est même le principe du panier mix. Et des vendeurs qui répondent aux obligations de la régie de recettes et d'autres qui sont des vendeurs purement privés. Donc, les contraintes dont on a parlé, c'est celles autour des 3 scénarios. Et alors, j'en profite pour répondre à Jean-Philippe Amiel qui posait une question sur la loi Trades. Oui, la loi Trades est en train de préciser le cadre. On attend un certain nombre de décrets. Donc, pour l'instant, on est quand même toujours dans une logique d'avis conforme du comptable public.
Mais nous, on considère qu'à ce stade, il faut quand même interroger les DRFIP pour avoir validation du schéma que l'on peut mettre en place. Oui. Et une autre question de Johan, effectivement, qui était en lien avec la première, il se posait la question de, au final, est-ce que le PSP ne cantonne pas les flux régis de recettes? Je pense que la question, effectivement, peut être répondue par Caroline ou par Christophe, hein, dans l'explication, le diagramme présenté par Christophe. Je pense que ça répondait bien aussi à cette question-là. Okay. Oui, moi, j'ai rien à ajouter, oui. Oui, donc Christophe a bien stipulé qu'effectivement, aujourd'hui, les fonds régis de recettes passaient bien par le PSP, mais que d'un point de vue trésorerie, en fait, il considérait que l'argent devenait de l'argent public au moment où eux, ils encaissaient, et donc ils considéraient, on va dire, la marketplace, hein, donc l'encaissement de ces fonds publics qui transitent sur un fonds de cantonnement comme un moyen de paiement à part entière, et que l'argent public devenait public en fait au moment où il l'encaissait. Ça, c'était bien, je pense, un point important, puisque c'est cette première expérience aussi que moi j'ai découverte, hein, de ce trésorier comptable qui pourrait aussi faire jurisprudence par la suite, donc c'est très important. Dans les autres questions, alors il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, certains services sont proposés en prélèvement CB, d'autres en prélèvement CEPA en fonction des opérateurs de service. Sait-on dans un même panier gérer deux modes de paiement différents, ou doit-on d'abord uniformiser les modes de paiement? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la réponse à cette question. Sinon, je vais la prendre, c'est pas un souci. J'ai pas forcément la réponse. Mon avis, c'est que il faut surtout pas chercher à uniformiser. On n'arrête pas de dire omni, que ce soit pour les modes de paiement. Ça doit aussi être, si on veut ramener un maximum de monde et simplifier les choses, il faut pas qu'on impose un maximum de contraintes sur les modes de paiement. Alors, tout à fait. Sinon, en plus, vous ne pouvez pas faire évoluer votre masse pour prendre en compte des évolutions de type passer au pay-as-you-go, rajouter des services qui, eux, en plus, demandent, par exemple, le dépôt d'une caution, si vous parlez d'autopartage, etc., etc. Donc, il faut être robuste dans le sens où vous devez pouvoir gérer tous les modes de paiement. Voilà, et je préciserai qu'effectivement, en fait, le moyen de paiement lui-même, en fait, il est important sur la notion de cash-in, donc à quel moment on fait rentrer l'argent. Il y a certains moyens de paiement, effectivement, sur lesquels on fera peut-être attention, parce que dans certains cas, on va être, par exemple, sur des cartes à hauteur systématique, donc on ne pourra pas forcément se permettre les mêmes choses qu'une carte normale. Le prélèvement, il peut effectivement aussi arriver à différents moments. En fait, j'allais dire, en fait, ça dépend quand même du service au final qu'on va produire et des caractéristiques du moyen de paiement. Et l'objectif, c'est bien de pouvoir faire un cash-in avec n'importe quel moyen de paiement, les classiques et puis les moyens de paiement alternatifs. On a une question sur les coûts PSP Marketplace versus un PSP classique. Donc là, bien évidemment, on a des coûts supplémentaires, hein, puisque la gestion en tant que telle d'une marketplace impose des statuts réglementaires, impose le suivi d'une réglementation, des audits, etc. Et donc forcément, elle induit un coût supplémentaire, là où un PSP classique se contente de faire l'acceptation et l'acquisition du paiement. La marketplace doit également gérer et tracer l'ensemble de l'affectation des sommes dans le cash-in, et derrière les sommes qui sont faites au niveau du cash-out, donc la redistribution auprès des vendeurs tiers. Par contre, du coup, c'est une opération qui est plus à faire par un autre opérateur. Nous, dans la version 1, tous les flux étaient versés sur le compte de l'opérateur MAS, donc de notre transporteur qui avait créé une filiale dédiée et qui devait ensuite les redistribuer. Donc là, il y a des prestations qui ont un coût aussi, qui aujourd'hui sont faites quasiment directement par la marketplace. Ouais, donc finalement, il y a plutôt une transposition des coûts qui étaient des coûts existants vers la marketplace.
Une autre question de Tristan, le modèle de Mulhouse vous semble-t-il le plus simple dans les scénarios, dans les différents scénarios? Alors les différents scénarios, je ne sais pas si Tristan faisait allusion au scénario que Caroline avait présenté en mode PSP, régie de recettes ou un mix des deux. Et moi, je ne saurais pas répondre à cette question si c'est plus simple ou pas plus simple. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, vous, en tant qu'autorité organisatrice. Donc, je réserverai ma réponse là-dessus. Moi, je ne me sens pas d'être affirmative sur ce sujet-là. Même si ce que Mulhouse a fait est très intéressant, Christophe. Voilà. Après, en tout cas, c'est une solution. Alors, une autre question de Jean-Marie sur quel opérateur ou quelle solution gère la cagnotte. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par cagnotte, si c'est le compte de cantonnement, c'est défini justement dans l'aspect encaissement pour le compte de tiers, et c'est bien le rôle du PSP de gérer ce compte de cantonnement. Voilà, je pense que c'était ça le terme cagnotte. J'évoquais, moi, je parlais d'une cagnotte, parce qu'on va appeler ça comme ça dans notre application, mais c'est bien de pouvoir créditer les comptes, et ça se gère a priori dans les comptes de cantonnement. Alors, on est encore en train de mettre ça en place. Voilà, donc après, là, quand on parle de cagnotte, donc c'est-à-dire quand on vient faire du prépayé, mais d'un point de vue plutôt utilisateur, usager, là, dans ce cas-là, on va rentrer dans une autre réglementation qui est plutôt la partie monnaie électronique, et donc comment je suis capable d'accepter des fonds, de les stocker de façon sécurisée, et de pouvoir bien évidemment aussi protéger le consommateur, donc à un moment ou à un autre, que ce soit la fin du système ou autre, etc., être en capacité à le rembourser. Donc là, on change, j'allais dire encore une fois, de braquet sur le côté réglementation. Alors j'ai une autre question donc de Michael. Y a-t-il un montant minimum en termes de chiffre d'affaires nécessaire à la mise en place ou la mise en œuvre d'une marketplace? Ça se modélise en fait en fonction de ce que vous vendez, puisque sur un PSP classique de marketplace, vous vous rémunérez à la fois sur vous avez une commission qui dépend du moyen de paiement que vous allez utiliser. La commission sur un règlement carte bleue n'est pas la même que la commission sur un règlement de virement. Et puis, vous avez aussi un pourcentage du montant de la transaction. Donc ça, c'est des modélisations qui sont faisables en fonction de ce que vous allez vendre dans votre marketplace. Il y avait une question d'ailleurs sur les PSP Marketplace par rapport au PSP classique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les PSP s'intéressent à ces sujets de la mobilité et sont bien conscientes que les niveaux de commission et leur modalité de rémunération aujourd'hui ne sont pas forcément appropriés sur ces sujets de transport, de mobilité du quotidien. Et donc, ce sont des thématiques, des champs de discussion avec eux sur lesquels ils sont quand même assez ouverts. Tous veulent devenir un acteur référent sur la mobilité. Une autre question de Jean-Baptiste intéressante. À Mulhouse, la mise en place du MAS a-t-elle conduit à une augmentation des moyens donc partagés et à une réduction de la circulation? Ça, c'est effectivement des moyens engagés. Effectivement, sur le modèle économique, pour l'instant, la décision de M2A, c'est on finance, on paye 100%. On pouvait se dire, par exemple, est-ce qu'on fait payer les utilisateurs, une part aux utilisateurs, un peu sur le modèle du télépéage? La réponse a été clairement non. Les utilisateurs, ce type de service, ne sont pas prêts à payer pour utiliser un MAS. En plus, ils ont un discours très construit en disant en passant par notre téléphone, on vous fait faire des économies sur le système de distribution. Enfin, ils ont vraiment conscience que ils nous font faire des économies sur certains aspects et il est hors de question de payer. Ensuite, on peut dire, est-ce qu'on fait une agence de voyage, on prend une commission sur ce qu'on vend pour nos différents partenaires.
Et là, pour l'instant, la réponse est non, parce que en contrepartie, on demande aux partenaires, ça demande un investissement de participer au bon fonctionnement de ce service, de communiquer sur ce service. Donc, on ne prélève pas de commission sur ce qu'on vend pour nos partenaires pour l'instant. Dans d'autres partenaires demain, on verra, c'est peut-être une question qui se reposera. Ou des bénéfices externes. Et la deuxième partie de la question, du coup, j'ai oublié. Est-ce que ça engendrerait une réduction de la circulation in fine Alors, ça, c'est l'objectif. Aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question parce que dans le premier slide que j'ai présenté, il y avait aussi une troisième couche qui était justement sur la base d'un MAS, on a potentiellement des données beaucoup plus intéressantes sur les pratiques de mobilité puisque je suis un seul client utilisateur de plein de services alors qu'avant, j'étais un client pour chaque service, donc on ne sait pas exactement quelles sont les pratiques des gens. Par contre, cet aspect-là, pour l'instant, on est en train enfin de le mettre en place. Vous voyez, dans la gestion de projet, c'était notre objectif numéro 1, il y a en 2016, quand on présentait nos objectifs. Et aujourd'hui, c'était toujours, on est beaucoup dans la mise en place de nouveaux services, développer les services, mais sur cet aspect-là, ça nous a pris beaucoup de temps. Et donc, je n'ai pas encore la réponse à cette question. Merci. Peut-être une dernière question encore. Combien de temps cela vous a demandé pour la mise en place justement du projet MAS à Mulhouse? Voilà, il y avait Luc Villibord qui peut aussi répondre. En fait, 2015, fin 2015, on avait une réunion avec tous les partenaires qui se sont dit on est OK pour tenter l'aventure. À partir de là, on a signé une convention d'expérimentation avec Transdev et Cityway. Et on va dire que, enfin, 2015, on a fait 2016, du coup, on a fait les études de faisabilité. Et après, il a fallu 1 an pour lancer le service. Avoir un lancement expériment auprès des testeurs pendant 6 mois, puis lancer le service à la rentrée 2018. Mais on a plutôt l'habitude, enfin ici, on va lancer le service même s'il n'est pas terminé et on l'enrichit au fur et à mesure parce que pour nous, l'important, c'est de lancer quelque chose, de tester, qu'on a un retour des utilisateurs pour s'améliorer plutôt que d'essayer de construire quelque chose de complètement complet avant de le mettre en service. On va assez vite, on essaye d'aller vite. Ok, alors dernière question, mais j'avoue que je n'ai pas tout à fait compris. Le développement du ticketing ouvert, quel est l'impact sur le MAS? Je ne sais pas si Laurent, si vous pouvez préciser un petit peu la question, parce que je ne sais pas si ça évoque quelque chose. Le côté ticketing ouvert, je n'ai pas compris quel était le sens. Non, bon, j'ai pas de détails, ou peut-être, je sais pas, Stéphane, si tu peux ouvrir peut-être le micro pour ceux qui voudraient interagir en direct, parce que là j'ai plutôt pris des discussions qui étaient écrites. Mais peut-être que certains voudraient poser des questions de vive voix. Ce qu'on fera de toute façon, c'est qu'on essaiera de répondre par écrit à toutes les questions. Il y en a où soit que nous n'avons pas compris, soit que nous avons peut-être sauté. On essaiera de faire une réponse écrite quand on enverra le compte rendu. Dans le ticketing ouvert, c'était l'open payment. Hein. Donc, est-ce que le développement de l'open payment, quel impact sur le MAS? Pour moi, c'est deux choses complémentaires, mais pas contradictoires. Oui, pour nous aussi. Et notamment l'open payment, et c'est complémentaire dans le sens en fait où on va plutôt consommer du service, effectivement, en plus de façon un petit peu anonyme avec sa carte bancaire. Là où sur le MAS, en fait, on va plutôt rechercher une diversité. C'est-à-dire que l'open payment aujourd'hui, il est plutôt vu dans les transports en commun. Faire de l'open payment sur du vélo ou de la trottinette, j'espère qu'on y arrivera, mais pour l'instant, je pense qu'on est encore un peu loin. Voilà, ça c'est mon avis. En tant que PSP, votre solution, une question sur Je rejoins ce que vous venez de dire avec cette idée aussi que pour moi, le sens du MAS, c'est vraiment d'aller chercher les gens qui sont dans les voitures, donc de proposer des services aux automobilistes sur le stationnement en ouvrage, le stationnement sur voirie. Et c'est important de sortir des sujets d'interopérabilité billettique entre transporteurs.
Et je vais prendre la dernière question et je pense qu'après on arrêtera là puisqu'on arrive quasiment à la fin de la session. Donc, en tant que PSP, votre solution de marketplace est disponible en Belgique. Alors, je ne vais pas faire le focus sur la solution Worldline parce que ce n'était pas l'objectif du webinaire, mais d'une façon générale, hein, une solution marketplace doit être certifiée. Hein, je parle sur la licence encaissement pour le compte de tiers, services 1 et 2. Donc, c'est réglementé. Donc, un PSP peut l'obtenir en fait dans un pays donné, donc par exemple la France auprès de la CPR. Et après, cette licence est passeportable, donc ça veut dire qu'elle peut être effectivement utilisée et déployable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne sous la zone entre guillemets CEPA. Donc oui, c'est possible, et après ça va dépendre, j'allais dire, du PSP s'il a fait ou pas l'effort de passeporter sa licence. Voilà, je pense qu'on a répondu à... Merci Fabrice. Ouais, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Ouais. On les reprendra de façon précise par écrite pour être sûr de n'avoir rien oublié et d'avoir répondu à tout le monde. On arrive là à la fin du webinaire. Il me reste à remercier chaleureusement tous les intervenants, Caroline, Louis, Fabrice, Christophe. Merci à Céline et Stéphane, que vous n'avez pas vus, mais qui nous ont aidés à monter ce webinaire depuis quelques semaines. Et puis, alors, un dernier petit questionnaire pour voir s'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient liés à la mobilité et au paiement, et bon, voir si le webinaire vous a plu et comment on peut s'améliorer pour la prochaine fois. Stéphane, je te laisse envoyer le questionnaire. Le questionnaire démarrera quand on aura terminé le webinaire. Donc là, on peut totalement conclure et il s'affichera une fois que ça sera terminé. Très bien. Ok, eh bien, dans ce cas-là, merci à tous. À très bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.